Attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Jean-Baptiste pour très illustré. Donc on va peut-être maintenant passer la parole aux membres du jury. Alors, je vais proposer d'abord, bon, moi je ne poserai pas de questions, je passerai après Fabien. Donc tout d'abord, on va laisser la parole au rapporteur, donc c'est-à-dire à Laverne et Sylvain. Après, on aura Caro, Stéphane qui prendra la parole. Ensuite, on laissera la parole à Fabien Vipré. Avant de passer la parole aux locaux, je poserai quelques questions et après, on finira bien sûr par les encadrants, c'est-à-dire Benoît, Hélène et Benjamin. Donc, Sylvain, tu veux y aller ? Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean-Baptiste, pour ta présentation. Bon, alors, tu me permets, on va se tutoyer, si tu le veux bien, pendant la présentation, vu que je t'ai côtoyé pas mal pendant ta formation, à l'ENS notamment, donc ce sera plus agréable pour tous les deux. Voilà. Alors, je te félicite pour ta présentation, bon, pour ton travail de manière un peu plus large. Bon, c'était bien, hein, tu as réussi à prendre au moins ton calme, qu'on te connaît, hein, mais tu n'as pas perdu trop de dynamisme, donc ça va pour présenter ce travail, qui n'est pas un travail facile, hein, puisqu'on va rentrer là dans les modèles, les équations, beaucoup d'équations qui étaient présentes dans ton manuscrit, et tu as réussi à faire une présentation voilà, qui est arrivée à surpasser un peu ça pour prendre un peu plus de recul, justement. Donc ça, j'ai apprécié qu'on ne soit pas trop noyé dans les équations qui sont complexes et qui sont une vraie difficulté de ton travail. Alors, autre point voilà, que j'ai souligné dans mon rapport et que je voulais te repréciser oralement, hein, c'est la clarté de ta présentation là, dans les illustrations, dans tes choix, et le recul que tu essaies de prendre là pour nous présenter ça. Donc ça, c'était très bien pour l'oral. Alors, ton manuscrit, quelques mots, hein, il est très bien rédigé. J'ai été pas surpris, mais voilà, ça m'a fait plaisir vraiment de le reprendre, parce qu'il est très bien rédigé, au sens où tu avances progressivement, tu détailles vraiment beaucoup d'éléments, et ça c'est vraiment appréciable pour quelqu'un qui devra reprendre les travaux par la suite, puisque j'imagine que l'équipe locale va continuer à travailler sur ces aspects-là. Voilà, donc ça c'est un point fort, des illustrations très détaillées également, et une mise en forme après pour des expressions mathématiques qui est très bien. Voilà. Allez, bon, tu t'en doutes, du coup, je me suis quand même plongé avec détail dans ton mémoire, et comme tu as pu le voir dans mon rapport, hein, j'ai soulevé plusieurs points, pas mal de points. Donc le président m'a dit qu'il ne fallait pas dépasser, ce que je vais essayer de faire, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, au niveau des questions pour ne pas exploser le temps. Alors, on va reprendre l'ordre un peu chronologique de ta présentation, qui est l'ordre, on va dire, de réflexion ou de progrès. Hein. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur le début, à savoir ta diapo 7, je crois, où tu présentes justement le contexte du travail, les différentes entités fabriquées, voilà. Et donc là, on rentre sur un perçage ou un alésage qui est réalisé avec une interpolation hélicoïdale. Et donc tu décomposes ça, donc c'est bien, on apprécie hein, vraiment cette catégorie, cette structure-là, avec une erreur voilà, au sens intrinsèque de l'entité, le diamètre même, l'erreur de localisation ensuite de l'entité et son erreur d'orientation par rapport à des références. Okay. Donc tu précises par la suite là que tu veux te focaliser sur l'erreur de position parce que c'est l'erreur la plus grande, entre guillemets, hein, que l'on va avoir là parmi les autres. Alors, ma question était sur cette valeur un peu caractéristique que tu cibles. Là, tu nous donnes, allez, 18 centièmes. Donc, c'est ça, 0,18 mm d'erreur de position moyenne. Bon, l'écart type n'est pas petit, mais il n'est pas énorme non plus. Voilà, donc je retiens cette erreur potentiellement moyenne. Même avec l'écart type associé, on peut monter aller à 0,3, 0,4. Ma question est déjà une question un peu plus globale là pour répondre à ton objectif de thèse qui est voilà, trouver une nouvelle façon de calculer la position de la machine ou le pilotage de ces axes pour atteindre là des situations d'usinage et la fabricabilité de ces entités dans un référentiel. Ça, c'est une grandeur géométrique. Alors, en face de ça, il y a un calculateur qui est la commande numérique. Et ce calculateur, il a des propriétés, il doit être temps réel ou pseudo-temps réel, etc.
Et je voulais avoir le pendant temporel de ces écarts-là, c'est-à-dire dans le contexte où tu es, à ton avis, quelle est la capacité de calcul qu'on va s'accorder en fait dans les travaux, tu vois, pour arriver à réduire cet écart-là. Alors au niveau du temps de calcul, ok, la finalité c'est quoi? C'est que tu veux faire une preuve là du gain Alors, calculateur plutôt temps réel, tu es dans une scène où déjà où tu veux montrer des capacités sur un ordinateur qui serait hors ligne, dans lequel tu pourras avoir des capacités décuplées. Où tu places ton objectif? là, c'était, si je comprends bien la question, c'était vraiment pour voir, du coup, pas en usinage avec des paramètres de déplacement très réduits, ce qui ne seront jamais ceux en conditions d'usinage et en ligne. C'était vraiment de voir ce qui est présenté un peu plus tard avec le graphe de Pritchett, où on va avoir en fait des grands écarts au niveau des erreurs de transformation en fait. Oui, tu veux dire sur le diagramme de Pritchett, ouais. Tu veux dire sur la classification des erreurs, c'est ça qui impacte après la situation là, de l'organe terminal dans le référentiel machine. C'est ça. C'est clair, ok. Mais si on doit développer un modèle qui serait plus performant, c'est ce que tu cherches à faire, tu cherches à avoir une résolution explicite. Ouais. Et plus à avoir d'itération de convergence numérique dans ta transformation, dans ta résolution. Ok. C'est quelque chose qui manque un petit peu dans ton mémoire, c'est qu'on ne sait pas finalement si tu cherches à avoir un gain sous une milliseconde, sous tu vois, une seconde, sous un lien avec une capacité de calcul, parce que ça va du coup potentiellement permettre de comparer des méthodes qui seraient purement numériques, comme c'est fait aujourd'hui, hein, des descentes de gradient et autres, avec du coup ce que tu apportes, toi, c'est-à-dire aller pousser le bouchon aussi loin que possible de la partie explicite. Oui. C'est vrai que c'est un des manques de la thèse de ne pas comparer les deux modélisations. Ça, j'en suis conscient et j'ai été un petit peu pris par le temps sur tout ça. Oui, alors on ne peut pas tout faire. Hein. Ça, je l'entends. Hein. C'est sûr que c'est déjà difficile de manipuler déjà deux machines avec des contextes géographiques différents. Donc ça, le contexte du projet est un intérêt important pour la recherche, pour toi et pour la suite, mais ça amène une difficulté après opérationnelle sur le terrain. Bien sûr, je l'entends qu'on ne peut pas tout faire. Bon, on y reviendra peut-être potentiellement par la suite. Hein. D'accord. Alors la question que je me posais là, l'erreur de transformation ou l'erreur de position que tu illustres là, elle est plus importante lorsqu'on balaye tout le volume de la machine, potentiellement. C'est-à-dire lorsqu'on fait un grand déplacement, tu vois, si je me dis que dans un coin de la machine, je suis bien positionné, mais à l'autre extrémité, je ne le suis pas, quelle est cette amplitude de mouvement recherché sur laquelle on veut maîtriser la position? Alors... À peu près les ordres de grandeur, c'est quoi l'amplitude du coup le volume de travail de la machine? Le volume de travail de la machine, c'est je l'ai marqué dans la slide précédente, c'est quasiment c'est du 600 x 300 x 300 mm. Du coup, il y a des erreurs plus importantes à certains endroits de la machine que d'autres. Par exemple, si je me souviens bien, au niveau du point numéro 1 au centre, on avait moins d'erreurs qu'au niveau des bords. Du coup, on essaye en général de réaliser les usinages au centre de l'espace de travail, mais dans le cadre du projet, on pourrait avoir besoin d'utiliser quasiment tout l'espace de travail de la machine, puisqu'on va déplacer le portique, dont je parlais avant, déplacer le portique sur le long du nez, par exemple. Du coup... D'accord.
avancer sur la première partie, la partie modélisation plutôt nominale des architectures, si tu veux bien. Oui. Et on va commencer par la première machine que vous avez du coup à Sigma, donc la Tripteor. Oui. Donc c'est une architecture en parallèle, on a la présence de plusieurs jambes, on n'a pas de jambes dédiées à la mesure. Oui. Et puis, alors la méthode, ma foi connue sur les fermetures Oui. géométriques là, et angulaires sur toutes les jambes. Alors je vais te poser peut-être tout de suite là, même si elle apparaît peut-être un peu plus tard. C'est peut-être juste une histoire d'écriture de mise en forme dans le rapport. Je voulais savoir, quand tu poses dans le rapport des fermetures, tu dis voilà, on écrit, on fait une boucle entre la jambe 1 et la jambe 2, et ensuite on fait une boucle entre la jambe 2 et la jambe 3. Oui. Ma question était, est-ce que finalement, ces choix d'égalité, donc jambe 1, jambe 2 et jambe 2, jambe 3, tu les as fait, c'est toi qui as fait un choix, ou est-ce que tu as testé l'autre combinatoire qui consiste à dire je fais aussi la combinatoire jambe 2, jambe 3, ou est-ce que ça n'apporte pas, quelle est ta vision vis-à-vis de... On a fait plusieurs... des égalités qu'on peut écrire, l'ensemble des égalités qu'on peut écrire dans ces fermetures-là. Alors en effet, on a réalisé plusieurs fermetures avec les jambes de différentes façons possibles et imaginables. Et là, ce qui est sorti ce qui est dans le manuscrit et ce que j'ai présenté là est la méthode la plus optimale que l'on ait. Au niveau de la longueur des équations à traiter, c'est la façon de faire que j'ai présentée dans le manuscrit donne des équations qui sont les moins lourdes à manipuler. D'accord, ok, donc cette analyse, c'est vrai que tu l'as dit à Laurent, je crois, pendant ton exposé là, mais c'est vrai qu'on ne le retrouve peut-être pas dans le mémoire, mais donc il y a déjà un choix ou une sélection des équations qui aboutissent à un résultat les plus visibles ou qui donne une meilleure visibilité parmi les couplages des paramètres. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Et ça, c'est pas immédiat, c'est pas évident des fois à la lecture de se rendre compte de cette présélection-là qui est importante et qui fait partie de l'intégralité du travail et de l'analyse. Donc ça, c'est un élément important et on peut le remettre en valeur. Quoi. D'accord. Alors, si je compare avec... Donc là, si on compare sur cette machine, on arrive avec un paramètre état 2 là, que l'on ne peut pas déterminer. Et du coup, on veut faire une résolution partielle, mais il nous manque cette torsion de la jambe du bas. Oui. Alors, petite question là, de novice. Typiquement, je crois que c'est sur cette architecture, je me souviens plus bien. Tu dis à un moment, voilà, je rajoute une équation qui est un triangle qui passe par cette jambe 2, qui remonte par les points de caractéristiques des jambes 1, 3. Alors ma question c'est, est-ce que les équations que tu as rajoutées comme ça, elles sont écrites là parce que justement elles donnent une bonne visibilité au couplage des paramètres? Est-ce qu'on ne pourrait pas les retrouver par les autres bouclages, par les fermetures géométriques et de repères qu'on fait quoi? Alors, j'y ai réfléchi un petit peu à ça, et en fait c'est vraiment... on était à un point au niveau de la résolution explicite où on n'arrivait plus à avancer justement sur cette résolution. Et en fait, le fait de rajouter cette mini-boucle, ce nouvel ingrédient, si je me souviens bien ton terme dans ton rapport, nous a permis en fait d'avoir un nouveau paramètre, un seul paramètre, on a une seule équation, un seul nouveau paramètre explicite, de façon explicite, qu'on n'arrivait pas à avoir autrement dans les autres équations. Okay. Parce que tu vois, justement, je me pose ces questions, je me dis que toute la difficulté, ou une des difficultés de ton travail, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à trouver la meilleure façon d'exprimer ces relations géométriques, voire de les projeter dans certains plans, dans certaines situations géométriques. Et je me dis, voilà, typiquement là, la fermeture que tu proposais était dans un plan de symétrie de la machine. Et par exemple, le paramètre état 2, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passerait si finalement on essayait de projeter les autres fermetures géométriques dans un plan orthogonal à l'axe de la pivot, là, ou pivot glissant, celle qui régit le paramètre état 2, pour justement faire ressortir frontalement, tu vois, ce paramètre inconnu. C'est des choses on l'a pensé comme ça sur le moment et on n'a pas... Ça n'a peut-être pas abouti, d'accord. On a essayé beaucoup de choses et c'est ce qui ressortait de plus évident et de plus rapide. D'accord. Alors, petite question de niveau,
partie modélisation. Si je reprends la deuxième architecture, donc la trimule. Donc la trimule, elle est plus compliquée, on a une jambe en plus, et puis on n'a pas tout à fait les mêmes liaisons non plus. Alors si tu avances un petit peu pour nous remontrer la trimule, oui, voilà. Alors, il y a deux questions qui sont couplées là-dedans de remarques. Si je regarde les paramètres, état 1 et kappa 1 par exemple. Oui. État 3, kappa 3, ok, c'est les deux jambes symétriques. Oui. Alors, deux éléments là qui se rejoignent. Oui. Tu dis, attends, il y a les ondes rotules. Et tu me dis, tu as les ondes rotules là, par une séquence de. Ok, donc je me pose la question, moi, mais au fait, tiens, j'ai pas vu de techno, tu vois, qui me dit que c'est une liaison rotule. Alors, je remets pas ça en cause, mais c'est juste que ma question, c'est qu'est-ce qui te fait dire que c'est une liaison rotule? Est-ce que tu peux vraiment justifier ce choix de liaison rotule? Est-ce que c'est évident quand on a la machine devant soi, mais bon, à la lecture du rapport, j'aurais bien aimé avoir la partie techno. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça revient un peu plus tard, au sens où tu dis, finalement, quand on mène au bout la résolution explicite, on voit que, je crois, dis-moi si une erreur, mais état 1 est nul et kappa 1 est nul. Oui. Et pareil de l'autre côté, état 3 et kappa 3 est nul. Donc, à la fin, on se dit, tiens, in fine, c'est pas vraiment une rotule, in fine, il me reste qu'une pivot, quoi. Alors, ce sont des rotules, technologiquement, ce sont des rotules. Je me souviens plus de la référence où la machine, justement, est décrite, et avec les schémas cinématiques et tout ça. Ce sont des rotules pour l'assemblage. Pour faciliter l'assemblage, on a du rotulage. Après, quand j'ai vu la machine en réel, et du coup avec les calculs formels, ça ne bougeait pas, ça c'est sûr. J'ai repris la modélisation la plus je me souviens plus la plus proche de la réalité, physique, technologique. J'ai pas pris de raccourci en simplifiant des liaisons qui me paraissaient justement du coup non utiles à la cinématique. Oui, d'accord. Ouais, j'entends. Alors après, quand tu dis qu'elles sont là pour l'assemblage, j'ai envie de dire, est-ce qu'elles sont là que pour l'assemblage? Est-ce qu'il n'y a pas, derrière le terme assemblage, on peut mettre plein de choses peut-être. Oui. Mais si le fabricant l'a mis, j'ai envie de dire, ok, il a assemblé sa machine, mais est-ce que tu ne penses pas que quelque part pour son fonctionnement derrière, il le faut aussi, son fonctionnement dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Après, oui, ça doit permettre aussi de reprendre les jeux, justement, les défauts géométriques. Par exemple, si la liaison au niveau de θ1 est un peu plus haute, ça va pouvoir permettre justement de compenser les défauts de la machine. Après, là, c'était vraiment sur du modèle, c'est du modèle au nominal. Du coup, s'il y a des défauts, on ne voit pas les défauts, du coup, les paramètres sont nuls. Ok, alors on va avancer sur la partie des défauts, justement, de cette modélisation des défauts. Alors, tu reprends une base là de paramétrage dit des David-Wartenberg. Oui. Alors, bon, question de vocabulaire, juste là tu dis, oui, alors ça c'est pareil, c'est une petite réflexion que j'avais eue. J'avais dit, voilà, on a trois paramètres là, AI, BI, CI. Oui. Ok, mais tu l'as redit oralement, tu dis oui, mais en fait, il y a une des composantes qui est nulle ou qui est couplée aux deux autres. Oui. Alors, ma question est du coup, ok, on fait un choix de paramétrage, on exprime ça dans les repères, on a des composantes qui sont potentiellement couplées, mais toi tu traînes ça, tu vois, toute la suite, dans toutes tes équations. Et bon, moi j'ai pas la visibilité sur la manipulabilité des équations, mais je me dis, est-ce que ça a été un frein d'avoir, tu vois, un paramètre couplé aux deux autres, dans toutes les équations que tu traînes derrière et que tu secoues bien fort là, ou est-ce que si nativement tu avais pris l'expression dans un autre repère où tu avais deux composantes, ça aurait pu te simplifier? Quel est ton recul vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de ça, ça ne m'a pas perturbé, ça ne m'a pas du tout en fait perturbé, puisque je manipulais vraiment déjà des choses relativement complexes. Du coup, c'était un petit jeu de complexitude en plus. C'était pas
Moi, ça m'a pas perturbé là-dessus. Ça pourrait être Et plus donc, tu penses que simplifié. finalement, ça t'a pas gêné après Non, à extirper, j'ai envie de dire, ou mélanger les bonnes équations dans le bon sens pour arriver à non. avoir Non, parce qu'après, aboutir à potentiellement un modèle explicite, hein, non? l'avantage justement, c'était d'utiliser les matrices homogènes et du coup, l'utilisation de ce formalisme-là permet d'avoir tout dans un certain sens. Bah, on part du repère fixe de la machine et on va soit sur la plateforme, soit sur l'effecteur plus tard. Et en fait, on est dans ce même sens-là. Du coup, tous les paramètres s'additionnent. Il n'y a pas véritablement de retour en arrière qui pourrait être... Là, par contre, le retour en arrière pourrait être beaucoup plus problématique. Mais étant Alors, donné qu'on est effectivement, toujours dans le même sens... il y a un côté systématique et peut-être Oui, une compacité à la formulation au début, c'est peut-être ce que tu veux dire là, ouais. quand on l'écrit, avec un peu plus de paramètres. Mais bon, est-ce qu'in fine, à la fin, les paramètres étant couplés, fait qu'on peut pas les retordre comme on veut, je sais pas trop. Ça reste une vraie question en suspens, là, voilà, qui est une curiosité, pouvoir démêler ce Ouais. cas d'équation, quoi. Ok. Mhm. Euh, alors, dans les mémoires, tu avances sur sur ce nouveau modèle. Avec défaut, je reviens pas tant sur le choix des paramètres pour les défauts qui est cohérent. Par contre, question par rapport à la physique. Là, tu fais des essais derrière, tout ça. Et tu dis finalement, dans les défauts que tu mets pas de défauts sur les liaisons, au sens du mouvement des liaisons. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que ça pénalise aussi pour derrière les expérimentations que tu as ou le comportement de la machine? De ne pas dire que ma machine elle a un défaut de battement, typiquement quand je fais tourner mon axe, etc. Les défauts comme ça, au niveau des liaisons, auront toujours un impact au final. Mais contrebalancé avec tu vois, les ordres de grandeur que tu essaies de manipuler justement sur tes défauts d'orientation de liaison, j'ai envie de dire. je, Moi, je suis resté vraiment sur le géométrique, à la limite, quasiment en fait sur la géométrie des pièces. Du coup, ce qui est entre les pièces, je sais qu'il y a du travail dessus, il y a des modélisations qui sont réalisées justement des liaisons. Je me suis pas du tout appesanti là-dessus. Ok. Alors j'avance. Ça c'est la partie modélisation. Bon, une des conclusions, c'est de dire, ok, on n'arrive pas à sortir un formalisme explicite de tout ça, dans un modèle et dans l'autre. Et la question que je me pose, c'est, alors je l'avais écrit dans mon rapport TECE, c'est, et si c'était normal? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je suis novice, tu vois, je ne suis pas spécialiste de la résolution de ces architectures-là. Je me dis quelque part, et si c'était normal? Et est-ce qu'on n'a pas ou est-ce que tu n'aurais pas vu dans la littérature des techniques pour montrer qu'on ne peut pas? Alors, j'ai pas vu dans la littérature qu'il y avait vraiment quelque chose qui disait on peut pas. Mais par contre, j'ai vu beaucoup dans la littérature on essaye de différentes façons, exactement comme j'ai fait, on essaye d'obtenir ça, mais au final, on a toujours une optimisation nécessaire à faire. Il y a toujours là, le modèle de Bi qui est quand même très très explicite. Il y a bien l'enchaînement des équations, je les ai pas remises sur la présentation, mais il y a un enchaînement d'équations dans son article, où en fait on a beaucoup de choses qui sont explicites, mais comme moi, il y a besoin à la fin d'une optimisation parce qu'il y a plusieurs solutions possibles. Okay. Allez, je garde encore un tout petit peu la parole si le président me le permet, pour aborder la partie expérimentation et mesure. Allez, deux petites questions. Donc sur les essais que tu... Alors voilà, là, tiens, à la soutenance, cette image, elle m'a intéressé ton animation. Oui. Parce que justement, on voit qu'il y a deux paquets de points dans ton espace de mesure. Oui. Il y a le côté serré, on va dire, à droite, là, Oui. points regroupés, tu as le côté un peu plus étalé, des points à gauche. Oui. On va dire ça comme ça. Alors quand tu es sur la partie droite, le point serré, on voit que ta machine elle est sollicitée. On voit bien les jambes, là, les grandeurs qui varient, etc. Et par contre, sur l'autre paquet, on dirait que c'est surtout les axes de la partie sérielle, j'ai envie de dire, qui jouent. Ça a été fait comme ça, c'est vraiment, il y a un paquet
Du coup, tous les points qui sont regroupés, ça a été réellement réalisé avec juste le mouvement de la partie parallèle et la partie un peu plus éclatée. C'est vraiment que la partie sérielle qui fonctionne. Et du coup, toi, quand tu as fait l'identification, tu avais essayé d'exploiter cette autre propriété pour dissocier justement l'identification? Non, j'ai pas dissocié ces points-là. J'ai pris tous les points du coup d'identification ensemble et pour l'étape de validation, j'ai aussi pris tous les points de validation ensemble. Sauf que pour les points de validation, il y a une chose qui est différente, c'est que au lieu d'avoir seulement la partie parallèle qui est en mouvement ou la partie sérielle qui est en mouvement, il y a les deux. Les deux bougent en même temps avec des paramètres différents. Allez, diapo 44, une autre petite question là, sur les ordres de grandeur que tu obtiens. Moi, j'ai plein de questions sur la partie expérimentale, mais je pense que je connais au moins un collègue qui reviendra dessus aussi. Donc voilà. Juste sur les ordres de grandeur que tu obtiens. Tu vois, tu dis à la fin, bon, quand je prends le modèle au nominal, on est à 0,5 mm. Ouais. Alors, bon, c'est les résidus. Oui. Alors, c'est un résidu. Donc, il faudra peut-être que tu m'en dises plus, hein, parce que je ne connais pas sa définition. C'est juste 0,5 mm. C'est l'écart entre la position mesurée et la position simulée. C'est juste. Ouais. Alors moi j'essaie de comparer ça avec de tout début, la toute première question que je t'ai posée. Oui. En fait, qui était le défaut que tu as observé sur la tribu Théor, qui était plutôt 2 dixièmes de millimètre. Ouais. Au tout début, tu dis voilà, j'ai un défaut de localisation qui est de 2 dixièmes de millimètre. Et du coup, toi, dans ta simulation après, tu as un résidu sur ton nominal qui est à 0,5. Alors, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes jeux de valeurs, c'est pas les. Mais comment tu peux un peu positionner ces valeurs relatives? Alors, l'écart entre les positions, ça va être surtout, ça va être les conditions de mesure. Parce que, alors après, c'est un peu compliqué étant donné que les mesures là, au niveau de l'identification, elles ont été faites en 2011. Mais de ce que j'ai noté, de ce que j'ai cru comprendre des différents articles rédigés par Kang, justement à propos de ces valeurs-là, c'était en statique. C'était la machine est arrivée en position, on attend un petit peu et on mesure la distance entre le laser tracker, la distance, l'orientation entre le laser tracker et la machine et l'effecteur. Moi, sur les mesures de trajectoire au début, c'était des mesures de trajectoire. Du coup, il y a un petit peu de dynamique qui va intervenir. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais, le contexte est un peu différent, ce qui peut expliquer à peu près des valeurs un peu différentes. Bon allez, je te remercie Jean-Baptiste, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Écoute, je te félicite pour tes travaux. Voilà, alors maintenant c'est sûr qu'on a soif un peu d'implémentation numérique pour voir un peu ce que ça peut donner en termes de perf, tu comprends, d'un point de vue comparaison des modèles par méthode numérique ou ton apport explicite dans tout ça. Voilà, merci encore. Merci Monsieur le Président. Merci Sylvain.